Donc là, je suis la porte-parole donc de deux collègues, Inrae et donc avec Nathalie Haricot-Bouverie et Nicolas Constant lorsqu'il était à Sud 20 Bio. Merci. Voilà. Donc c'est vraiment deux choses très distinctes avec des niveaux d'avancement tout à fait différents. Et pareil, il faut pas, tout n'est pas applicable au terrain dans l'immédiat. Donc en fait, l'équipe de Nathalie s'est quand même posé une question finalement pas bête du tout. C'est si on enlevait la capacité de vection de Scaphoideus titanus, finalement, il nous poserait peu de problèmes. Sauf qu'à question qui peut paraître simple, vous allez voir, c'est relativement compliqué. Et là, bon, j'ai pour objectif de vous présenter un petit peu la démarche qu'ils ont mis en œuvre pour essayer de répondre à la question. Donc, ouais, ça c'est tout fait bizarre. Donc je vous rappelle, ça on l'a vu, hein, donc il y a un phénomène d'acquisition du phytoplasme par la cicadelle, et après donc il y a cette fameuse latence de 4 semaines que vous connaissez. Et en fait, c'est la phase pendant laquelle le phytoplasme à l'intérieur de l'insecte va se multiplier. Et en fait, cette multiplication, elle se passe dans deux types de cellules, donc dans les cellules épithéliales de l'intestin et dans ces cellules des glandes salivaires. Et en fait, l'équipe de Nathalie s'est posé la question de comment, quels sont les mécanismes moléculaires qui permettent cette multiplication dans ces deux types de cellules. Parce que derrière, une fois qu'on les connaîtra, si on arrive à les supprimer, en fait, en bloquant ces mécanismes moléculaires, on va supprimer la capacité de vection de Scaphoideus titanus. Et par ricochet, si on arrive à prouver que ces mécanismes sont vraiment spécifiques du phytoplasme de la flavescence dorée, pourquoi pas de tout insecte vecteur qui pourrait diffuser le phytoplasme. Donc là, en fait, on fait un zoom sur, par exemple, une cellule de l'intestin. Donc, il faut savoir que la membrane du phytoplasme, elle est couverte de différentes protéines. Et les chercheurs bien renseignés en avaient identifié une qui s'appelle la VMPA, qui allait être reconnue par la cellule donc en bas de l'insecte. Donc il y a une reconnaissance entre protéines et qui est la première étape indispensable pour une multiplication du phytoplasme. Et donc la question, c'est quelle est la protéine qui est sur les cellules de l'insecte qui permet cette adhésion. Donc il fallait l'identifier. L'autre question, c'est une fois que le phytoplasme et la cellule se sont bien reconnus, par quel phénomène le phytoplasme pénètre dans la cellule de l'insecte. Et donc là aussi, la question que se posaient les chercheurs, c'est quels sont les mécanismes impliqués. Donc là, on va faire un focus sur la première étape, qui est la reconnaissance protéine-protéine entre le phytoplasme et la cellule de l'insecte. Donc, comme je vous l'ai dit, la membrane du phytoplasme, c'est une multitude de protéines avec des fonctions plus ou moins identifiées de chacune des protéines. Et donc, ils ont fait le focus sur la VMPA, qui semblait être, pour diverses raisons, un bon candidat. Donc, avant d'aller plus loin, je me permets juste un petit rappel sur les process de la production des protéines. Donc, tout part de l'ADN, qui est, vous le savez, un ensemble de gènes. Et en fait, ces gènes, ils sont lus par une ARN polymérase, bref, qui aboutit à la synthèse d'un ARN. Et cet ARN va être lu par une autre enzyme et qui va aboutir à la synthèse de la protéine. Donc en fait, l'idée des chercheurs, c'est que si on perturbe cette synthèse de l'ARN, eh ben, on bloque le processus de synthèse de la protéine. Et donc si on n'a pas cette protéine-là à la surface de la cellule de l'insecte, eh ben, il n'y aura plus de reconnaissance entre le phytoplasme et la cellule de l'insecte. Donc en supprimant le maillon essentiel qui est l'ARN, eh ben, en fait, on bloque tout le processus. Et donc, c'est de partant de ça qu'ils ont utilisé une méthode qui s'appelle la méthode des ARN interférences. Donc, voilà, donc on veut supprimer l'adhésion. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sélectionné, avec les éléments de connaissance qu'ils avaient, 13 protéines qui sont à la surface de la cellule de l'insecte, qui avaient un bon profil pour être des récepteurs à la protéine VMPA du phytoplasme. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donc produit les ARN double brin de chacune de ces protéines, de ces 13 protéines.
Ils les ont mis en contact avec des cultures cellulaires d'insectes et ils ont regardé si, avec ces ARN là, qui venaient perturber un petit peu le travail de synthèse des protéines, si justement ça permettait de bloquer cette synthèse. Alors, ils ont été très contents, ils ont été très inspirés. Donc là, sur l'histogramme, vous avez une barre de référence d'expression du gène donc, qui est la blanche. Et après, 12 des protéines qu'ils avaient identifiées en présence d'ARN double brin sont moins... Les gènes s'expriment beaucoup moins. Donc, ils avaient quand même été bien inspirés sur l'identification de ces 13 protéines. Et il y en a une en particulier qui s'appelle UK1-LRR qui a l'air de vraiment être perturbée par la présence d'ARN double brin. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que mettre des ARN double brin en contact de cellules, ça a des efficacités, des baisses d'activation de gènes variables suivant le gène. Donc ça, c'était en culture cellulaire. Là, maintenant, il faut se poser la question, est-ce que quand on est sur des insectes vivants, ça marche aussi, on a bien ce phénomène? Donc là, la question qui se sont posées, c'est est-ce que quand un insecte fait l'acquisition du phytoplasme et qu'il est infecté par le phytoplasme de la flavescence dorée, est-ce qu'il y a effectivement, l'infection va avoir une action sur l'expression du gène UK-LRR, UK1, ce qui voudrait dire qu'effectivement, l'infection du phytoplasme, le gène est impliqué dans le phénomène d'infection. Donc là, ils ont refait la même chose. Je suis désolée, ça s'est tout décalé. On voit, il nous manque un truc. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 2 lots d'insectes. Un lot, ils les ont fait se nourrir sur des plants sains, sans flavescence dorée. Et sur l'autre, ils ont mis des insectes et les ont fait se nourrir sur des plants contaminés flavescence dorée. Et après, ils ont mesuré l'expression de ce fameux gène UK1 dans l'abdomen, là où il y a l'intestin, et dans la tête pour les cellules des glandes salivaires. Et ils ont mesuré l'expression du gène UK1. Et donc, effectivement, pour les lots qui sont en noir, pour les lots d'insectes qui ont fait l'acquisition du phytoplasme en se nourrissant, il y a bien une surexpression de ce gène. Donc ça veut dire que c'est bien... ce gène est bien impliqué dans les process d'infection par la flavescence dorée. Donc là, pour la première étape, les chercheurs ont répondu à la première question. Quelle protéine semble être impliquée dans la reconnaissance phytoplasme cellule de l'insecte? UK1 a l'air d'être un bon candidat. Donc maintenant, on avance et on va passer à la deuxième étape qui est donc la pénétration du phytoplasme dans la cellule de l'insecte. Et donc, c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'endocytose. Et là, ils sont allés voir une protéine qui s'appelle la clatrine, qui est souvent impliquée dans les phénomènes d'endocytose et qui donc semblait être un bon candidat. Donc là, rebelote, ils ont dit on va perturber la synthèse de cette protéine, parce que si cette protéine n'est plus synthétisée, l'endocytose ne peut plus se faire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des insectes, ils leur ont fait ingérer des ARN double brin qui codaient pour cette fameuse protéine qu'on ne veut plus voir et bloquer sa synthèse, donc la clatrine. Et ces insectes qui avaient ingéré ces ARN, ils les ont mis sur des plantes infectées par phytoplasme de la flavescence dorée. Et donc, ils sont allés voir l'expression des gènes, toujours donc, de cette protéine, donc toujours dans la tête et l'intestin. Et donc, vous voyez là sur le graphique, les barres vertes, c'est le taux d'expression de ce gène de la clatrine qui est diminué par rapport au lot témoin où la synthèse de cette protéine n'a pas été faite. Donc, ils ont pu confirmer leur hypothèse qu'en faisant ingérer ces ARN double brin de la clatrine, on perturbait l'expression du gène. Donc la question qui vient après, c'est étape par étape, c'est OK, j'ai bien diminué l'expression de mon gène, mais est-ce que ça va bien permettre de diminuer la capacité du phytoplasme à coloniser l'insecte? Donc ils ont recommencé en faisant ingérer des ARN de la clatrine à des insectes et ils les ont fait se nourrir sur des plants infectés. Et là, ils ont mesuré plus l'activité des gènes, mais la quantité de phytoplasme.
Et donc, ils se sont rendus compte, donc c'est les barres grises, qu'il y avait bien une diminution des quantités de phytoplasme dans les insectes où on avait perturbé la synthèse de la clatrine. Donc en fait, ça a l'air d'être, cette clatrine a l'air d'être impliquée dans tous les phénomènes moléculaires de l'acquisition du phytoplasme par les insectes. À noter quand même qu'on a des résultats très variables suivant les individus. Vous voyez, les barres sont assez larges. Donc ça reste à approfondir. Donc, pour essayer de résumer un petit peu ces travaux qui sont quand même à des échelles infiniment petites, hein, ça nous change un peu de ce qu'on fait à la vigne. L'équipe de chercheurs, donc les travaux ont permis quand même de mettre en évidence deux process, deux mécanismes cellulaires impliqués dans la capacité de vection du phytoplasme, de Scaphoideus, pardon. Donc la protéine qui est responsable de la reconnaissance phytoplasme-cellule et la protéine qui est impliquée dans le phénomène d'endocytose. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'était de la connaissance de base. On ne connaissait pas ces protéines avant. Du fait que maintenant on connaît ces protéines, ils ont été capables de perturber leur synthèse. Donc avec la méthode des ARN interférences. Donc ça, c'était une autre belle étape. Par contre, là où il faut être vigilant, c'est qu'on reste quand même sur une étude très exploratoire. La question à la base, c'était de comprendre les phénomènes biologiques qui avaient lieu dans l'insecte. Et on n'était pas forcément sur une recherche de méthodes de lutte contre la flavescence dorée. Donc là, il ne faut pas en attendre d'applications au champ pour le moment. Hein. Néanmoins, les travaux continuent. Et toujours en voulant imaginer un jour une application au champ, c'est-à-dire on fait quand même fi de certaines contraintes réglementaires, techniques pour produire des ARN double brin à grande échelle. Ben voilà. Il faut quand même valider si effectivement les ARN peuvent entraîner une réelle diminution de la capacité de l'insecte à transmettre le phytoplasme. Et on ne la voit pas là. La deuxième question, c'est aussi de voir la spécificité des mécanismes par rapport à Scaphoideus titanus ou d'autres insectes. Donc voilà l'équipe qui a été à l'action pour tous ces travaux. Alors, je change complètement d'échelle. Je passe à la lutte bio, en vitibio. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la lutte avec les pyrètres est un peu difficile en bio et des fois peu satisfaisante. Donc, il y a des travaux qui ont été menés par Nicolas Costan à Sud 20 Bio dans le cadre du projet RISCA pour essayer de trouver des solutions complémentaires à la lutte contre le pyrètre et donc notamment des méthodes ovicides et de la glu. Donc l'idée, c'était de ne pas mettre d'intrants supplémentaires insecticides. Donc ça a été financé dans divers cadres. Je passe vite parce que je suis en retard. Donc il y avait des méthodes physiques. Donc notamment, l'idée, c'était de retirer le lieu de ponte, enfin, là où étaient les œufs. En retirant les œufs, on supposait que ça allait abaisser les populations. Et aussi d'appliquer des produits donc, type huile minérale ou d'hydroxyde de calcium sur les bois en idée d'asphyxier les œufs. Donc les méthodes physiques étaient assez violentes, mais vous voyez, on a retiré le ritidome là, qui recouvre les cèpes, donc soit par une épamprose à lanière, soit pour un décapage à l'eau chaude. Et là, voilà, les traitements d'hydroxyde de calcium, à quoi ressemblaient les pieds après. Donc, un tableau de synthèse des efficacités, enfin, et des avantages inconvénients de chacune de ces méthodes. Donc, vous voyez, il n'y en a aucune qui est verte sur tous les points, hein, que ce soit sur le coût, la facilité de mise en œuvre ou son efficacité. Donc, pas forcément de solution miracle qui en est ressorti de tous ces travaux. Donc, ils ont voulu aller plus loin. Ils se sont dit, on va faire une autre barrière physique qui est la glu. Et donc là, l'idée, c'est que, voilà, c'est connu, on a un phénomène de chute des larves pour diverses raisons, le vent, le passage des machines, tout ça, qui font qu'elles chutent au sol et qu'elles remontent souvent via les pampres. Vous voyez là une photo d'une feuille de pampre
pleines de larves de cicadelles. Donc l'idée, c'était d'empêcher cette remontée. Et donc c'était très artisanal, hein, donc ils ont mis des bandes de glu pour bloquer ça. Et vous voyez sur la photo de droite qu'il y a effectivement pas mal de larves qui se sont retrouvées engluées là-dessus. Donc l'efficacité était assez remarquable. Hein, ça a bien permis d'abaisser les populations qu'on retrouvait sur le feuillage. Par contre, facilité de mise en œuvre, pas du tout bonne parce que vraiment artisanale. Donc là, il faudrait des développements techniques et commerciaux pour aller plus loin là-dessus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que malheureusement, il n'y a aucune méthode testée seule ou combinée avec les applications de Pyrévert qui permettent de totalement maîtriser les populations de cicadelles. Et donc la recherche d'alternatives ou de compléments au traitement insecticides en viticulture bio reste une priorité pour la filière vitibio. Et la vitibio pâtit aussi notamment de l'absence de solution pour maîtriser les adultes en cas d'échec de maîtrise des populations larvaires. Donc le travail reste d'actualité.